Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre le terrorisme au Sahel au cœur de la 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Une réunion entamée le 17 novembre à Abidjan. Les participants se penchent notamment sur la reconfiguration de l'opération Barkhane. 4 morts et 37 blessés, c'est le nouveau bilan annoncé par les autorités après les 2 explosions survenues en Ouganda. Un double attentat de suicide revendiqué par l'État islamique. Et puis la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine en Afrique du Sud. L'événement qui a ouvert ses portes ce lundi se tiendra jusqu'au 21 novembre. Nous serons à Durban dans ce journal. Il se lance lui aussi dans la course à la magistrature suprême. En Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, a annoncé ce jeudi sa candidature à la présidentielle du 24 décembre. Âgé de 59 ans, il a occupé cette fonction de 2018 à 2021. Désormais, 15 candidats sont en lice pour ce scrutin, selon la haute commission électorale. Parmi eux, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar ou encore Aguila Saleh, le président du Parlement qui s'engage à préserver l'unité et l'indépendance du pays. La Côte d'Ivoire abrite jusqu'au 19 novembre la 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Sur 3 jours, les problématiques d'ordre sécuritaire au Sahel seront au cœur des débats. Les participants vont notamment plancher sur la restructuration de l'opération Barkhane, et ce alors qu'une 2e base occupée jusque-là par la France a été transférée à l'armée malienne. Roberto Bogbe. Mettre en commun leur énergie et faire converger leurs efforts pour des solutions globales, innovantes et immédiatement applicables. C'est le sens de cette 41e session des chefs d'état-major que le ministre de la Défense ivoirien a tenu à préciser. Dans une Afrique de l'Ouest en proie au terrorisme, la mise sur pied d'une approche collective, d'opérations conjointes et d'échanges de renseignements s'impose. La redéfinition de la posture des partenaires au Sahel, notamment Barkhane, s'accompagnera immanquablement d'un bouleversement dans la riposte au terrorisme dans cette région et bien au-delà. Dans ce sens, l'anticipation de cette nouvelle donne s'impose pour la préservation du fragile équilibre dans ces zones. En tout état de cause, vos réflexions pendant ces 72 heures devront être guidées par un seul objectif: renforcer la paix et la sécurité sur nos territoires. La 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO va permettre aux parties prenantes de mettre en place rapidement des outils de coopération interétatique pour parer à une menace terroriste qualifiée de grandissante. Des menaces multiformes, hybrides et transnationales, devenues pour certaines plus redoutables avec le retrait progressif des troupes françaises au Sahel. La question de la menace terroriste, elle devient très, très préoccupante. Et c'est une marque incommensurable de défiance envers les forces de sécurité et de défense. Combien sont-ils, ces terroristes? Un point vous sera fait sur le plan d'action de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. La réunion inaugurale du comité de pilotage s'étant tenue le 29 mai 2020. Une présentation sur le financement de ECOMIB vous sera réalisée. Un point important vous sera fait sur le remboursement des arriérés dus aux pays contributeurs de troupes. Agir ensemble contre le terrorisme. La formule, raison d'être de cette 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, a en ligne de mire les attaques terroristes au Sahel. Des attaques qui ont augmenté de 250% entre 2018 et 2020. 2440 civils et 1000 militaires ont perdu la vie au cours de ces attaques. Au Burkina Faso, une grande manifestation a été organisée pour dénoncer la multiplication de ces attaques terroristes. Le bilan s'alourdit. En Ouganda, les 2 explosions survenues ce mardi à Kampala ont fait 4 morts et 37 blessés selon les autorités. Cet incident, qualifié d'attentat-suicide par la police, a ensuite été revendiqué par l'État islamique. Plus de précisions avec Joël Ballot.
4 morts et 37 blessés, c'est le bilan d'une vague d'attentats ayant frappé l'Ouganda ce 16 novembre. Les explosions qui ont eu lieu à Kampala et qui ont forcé l'évacuation du Parlement sont depuis le 16 novembre revendiquées par l'État islamique. Selon le service de renseignement de la police ougandaise, les forces démocratiques alliées alignées sur l'État islamique sont responsables de ces attentats. Les caractéristiques de l'attaque indiquent clairement que le groupe radicalisé lié aux ADF a toujours le désir de mener des attaques meurtrières en utilisant des kamikazes et des engins explosifs improvisés. Les explosions à 3 minutes d'intervalle se sont déroulées, la première près du poste de police central et les 2 autres près du Parlement. Dans un communiqué publié ce 16 novembre, le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que 3 assaillants sont morts en faisant exploser leurs bombes et 7 ont été tués alors qu'ils résistaient à leur arrestation. Au total, 81 suspects ont été arrêtés. Ce qui a pu être à l'origine des attentats commis dans la capitale ougandaise Kampala, c'est l'acquisition des nouvelles capacités opérationnelles des nuisances des ADF depuis leur adhésion à l'État islamique. Mais l'autre raison, c'est qu'il y a aussi les frustrations qui sont allées crescendo depuis la réélection assez contestée du président Museveni lors des dernières élections présidentielles. Face à la résurgence des cas d'insécurité, outre la chasse aux terroristes, les autorités ougandaises ont mis en place une stratégie de vigilance qui contribue à minimiser les dégâts. Par conséquent, le public doit rester vigilant et contrôler les personnes au point d'entrée des lieux publics. En rappel, l'Ouganda était déjà le théâtre de 2 attentats à la bombe en octobre 2021. La foire commerciale intra-africaine se poursuit en Afrique du Sud. Plus de 10 000 participants venus de tout le continent sont attendus à ce rendez-vous organisé à Durban. Un événement aux enjeux importants pour les organisateurs qui s'attendent à ce que des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 40 milliards de dollars soient signés. Reportage de notre correspondant Ange Bijonomegno. 40 milliards de dollars d'échanges commerciaux, c'est l'objectif qu'Afreximbank et l'Union africaine souhaitent atteindre pour la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine. Le défi est important, mais reste surmontable compte tenu du nombre de participants à la foire commerciale de Durban. Ils sont plus de 10 000 à venir exposer leurs produits, leurs potentialités et leurs richesses. 10 000 à se frotter les uns aux autres pour espérer nouer des contrats et des partenariats. La foire est maintenant un peu mieux connue qu'il y a 2 ans. Et il y a un engouement certain qui se voit d'ailleurs. Il y a eu déjà quelques signatures qui ont eu lieu, mais on devra attendre à la fin samedi ou dimanche pour savoir quel est le montant. Mais nous avons un bon espoir que le montant de 32 milliards que nous avions atteint sera dépassé cette fois-ci. 32 milliards de dollars, c'était le montant des contrats d'investissement réalisés lors de la première édition de la foire commerciale intra-africaine. L'atteinte de cet objectif a été rendue possible grâce au marché unique fourni par la foire. Ce marché représente une entrée pour une population de plus d'1 milliard de personnes réunies dans la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut une impulsion réelle du secteur privé. Vous savez, le gouvernement, bien sûr, c'est important qu'il mette en place les cadres incitatifs, mais la zone de libre-échange pourra prendre tout son essor que si les entrepreneurs africains ont l'intention réelle de commercer entre eux. À ce moment-là, toutes les barrières vont tomber. Vous savez, quand vous regardez l'histoire du commerce mondial, c'est essentiellement les entrepreneurs qui ont permis de fluidifier les échanges. Les gouvernements ont suivi. Donc j'ai bon espoir qu'avec l'engouement que nous voyons, vous regardez dans tous les couloirs le nombre d'exposants et le nombre de participants à cette foire, que la zone de libre-échange qui vient de naître seulement va trouver un nouveau dynamisme. L'initiative de la foire commerciale augure des jours meilleurs pour le commerce africain. Elle s'ajoute à une autre initiative aussi exaltante qui est la zone de libre-échange continentale africaine.
Et ce rendez-vous majeur accueille 1100 exposants. Notre correspondant Bijou Nomagno est allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Il s'est entretenu avec l'artisan Eric Logossou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rubrique l'exposant du jour. Nous sommes à Durban en Afrique du Sud. Voilà, dans cette rubrique, nous consacrons donc un espace à tous les exposants à cette foire commerciale intra-africaine. Ici, nous sommes donc au stand du Togo et je vous présente donc un artisan voilà, qui va se présenter. Ouais, ici, nous sommes dans le stand de Lomé VIP, nom de la sculpture. C'est Logossou Yaovi, artisan, artiste, dit agent commercial des fois panafricain. D'accord, alors monsieur Logossou, voilà, il y a plusieurs produits qui sont là, on voit des sacs, des éventails, des chaussures. Alors vous êtes un artisan dans l'âme, on va dire. Ouais, je suis un artisan enregistré à la chambre de métier de Lomé. Je suis dans la manucunerie, c'est-à-dire je fais tout ce qui est confectionnaire du cuir. Nous travaillons des sacs à main pour les femmes et pour les hommes à travers les cuirs des différentes sortes d'animaux. C'est-à-dire nous faisons certaines confections avec peau de chameau, peau de crocodile, peau de serpent, peau d'iguane, de toutes sortes d'animaux. Et nous faisons certaines confections également avec des pailles teintées, c'est-à-dire les batiks, que nous faisons dans la période de la chaleur et mélanger du cuir. Voilà. Et je suis également dans les chaussures. Je fais des modèles des femmes, des hommes, des nu-pieds, de toutes sortes de travail, des porte-monnaies, gens consorts de cuir. D'accord, on va regarder la caméra et puis tu vas nous donner ton impression, ou bien voilà ce que ça te fait, toi, de venir exposer ici même en Afrique du Sud, de loin de l'Afrique de l'Ouest, loin de nos habitudes, loin voilà, de ce que nous portons, de ce que nous chaussons d'habitude en Afrique de l'Ouest. Bon, c'est un plaisir à moi de venir découvrir cette foire. Je l'ai décidé moi-même personnellement que je vais être en Afrique du Sud pour cette exposition. Pourquoi? Puisque je suis lauréat de Miato 2019 au Togo. Miato, le marché international de l'artisanat du Togo. J'ai été lauréat qui avait eu le billet d'avion Lomé-Paris lors du fameux Tombola. Donc j'ai décidé de traverser la frontière avec mes produits. C'est-à-dire les produits que nous confectionnons au Togo, l'effort de notre capacité que nous les artisans nous avons au Togo. J'ai décidé de traverser la frontière avec ces genres de produits pour chercher des professionnels, des investisseurs de venir investir dans notre pays. Donc j'ai décidé de sortir avec certains produits pour pouvoir promouvoir et faire une grande publicité pour l'artisanat du Togo, que nous sommes capables de beaucoup de choses sur notre territoire, le Togo. Très bien, merci beaucoup monsieur Logossou. Alors, chers téléspectateurs, continuez d'être câblés sur Africa 24. Nous allons donc vous présenter d'autres exposants, ici même à Durban, capitale de la foire commerciale intra-africaine. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, les autorités s'engagent en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour concrétiser ce projet, le gouvernement compte investir sur la période 2021-2025 plus de 800 millions de dollars. Un objectif dévoilé par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, et qui entre dans le cadre du Plan national de développement. Les détails avec Mildred Yamou. La Côte d'Ivoire ambitionne de créer 8 millions d'emplois en faveur des jeunes en 5 ans. En effet, le pays a annoncé son intention d'investir plus de 800 millions de dollars destinés à l'insertion professionnelle des jeunes au cours des 5 prochaines années. L'initiative fait partie de sa stratégie de développement pour la période 2021-2025. C'est aujourd'hui qu'il faut construire notre avenir en permettant à la jeunesse d'intégrer la vie professionnelle. Ces fonds seront investis sur la période 2021-2025 pour aider la jeunesse à trouver sa place sur le marché de l'emploi. Cette annonce intervient quelques jours après la rencontre du Premier ministre ivoirien Patrick Achi avec des organisations de jeunesse du pays. D'après le chef du gouvernement, ce projet aidera à former les jeunes ivoiriens pour répondre aux défis technologiques du pays. Les autorités comptent développer le secteur privé, principal créateur de richesses, afin de réaliser cette ambition en faveur des jeunes.
L'ambition de créer l'emploi en faveur des jeunes dans les 5 prochaines années du gouvernement ivoirien est une très très belle initiative. Nous espérons que cette initiative-là prendra aussi en compte le secteur tertiaire qui est un secteur beaucoup demandeur. Dans l'optique de créer des centres de formation professionnelle qui prendra aussi en compte les métiers tels que la coiffure, la couture, la menuiserie, la mécanique, l'électricité. Dans le même temps, je dirais, permettre à ces petites et moyennes entreprises-là de grandir. Que le gouvernement aussi pense à grandir ces petites et moyennes entreprises-là pour qu'à la sortie des formations, ces personnes-là puissent avoir du travail. Que ces entreprises-là puissent avoir beaucoup d'employés. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien mène actuellement une campagne qui devrait attirer davantage d'investisseurs étrangers. En 2020, la Côte d'Ivoire était le 9e pays avec le taux de chômage le plus bas en Afrique. Selon un rapport de Trading Economics, le taux de chômage dans le pays est passé de 7,3% en 2011 à 3,5% en 2020, soit une baisse de 3,8%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.